Bonjour tout le monde, bienvenue au show de moto. Je m'appelle Éric Ménard. Cette semaine, à l'émission, on rejoint notre chum Patrick Trahan qui va nous parler de son expérience au fabuleux rallye du Dakar. Il est allé faire un tour là. Il nous a ramené des images et on a aussi des trucs de conduite qui s'en viennent. Mais on a tout d'abord notre charmante collaboratrice, Cindy Martin, qui va nous parler de son site web. Salut. Bien, c'est plus qu'un site web. C'est Chicks and Machines. Il y a des gens qui nous posaient des questions. Elle fait quoi? Elle sort d'où? Bien, elle vient de Chicks and Machines. On s'est rencontrés dans des événements de moto. C'est comme ça qu'on a commencé à collaborer. Mais je voulais qu'on parle un peu de ta patente, savoir c'est quoi Chicks and Machines. Bien, Chicks and Machines, à la base, c'est un magazine web qui a été créé en 2017 et ça a été créé par un garçon. Un garçon? Oui, qui travaille... Que tu connais bien? Que je connais bien, qui est mon amoureux. Oui. Il travaille dans le domaine des sports motorisés, puis il a réalisé que les femmes étaient comme un peu laissées de côté. Il travaillait à l'époque pour un distributeur, puis dans le catalogue complet, il devait avoir 1 ou 2 pages pour les filles. Oui. Fait que là, il s'est dit, bien, c'est pas normal, tu sais. Puis quand il est allé en parler, bien, les gens disaient, bien, il n'y en a quasiment pas de filles qui raident. OK. Lui, au lieu de voir ça comme ça, bien, il a vu, ben non, il faut faire de la place aux femmes. Donc, il a créé Chicks and Machines. C'était tout d'abord un magazine web. Donc, c'est des filles qui écrivaient des articles. Donc, il a recruté des collaboratrices. Puis, tranquillement, pas vite, ça a grossi. Et moi, ça fait un peu plus de 2 ans que je suis rendue là. Je suis rendue avec des parts de l'entreprise. Puis, maintenant, c'est plus qu'un simple magazine web. On a la production vidéo. On a même un balado auquel t'es venu, d'ailleurs. On a aussi une ligne de vêtements. Ouais. Et puis, notre mission, c'est mettre les femmes en avant-plan de manière respectueuse dans les sports motorisés. Ouais, c'est plus la pitoune de moteur là, démodée, usée à la corde. Là, c'est des vrais... Comme toi, t'es une vraie fille qui trippe moteur. Ah oui. Puis toute ta gang de filles, c'est ça aussi. Bien, c'est ça. On a 30 collabos qui travaillent avec nous d'un peu partout au Canada et maintenant, on en a aux États-Unis. Oui. C'est toutes des vraies filles qui raident des vrais bolides puis qui donnent des conseils ou qui racontent, ils racontent des anecdotes ou racontent comment ils ont commencé ou, tu sais. Puis on veut pas faire ce que les gars ont fait aux filles parce que, tu le sais, on invite des gars à notre podcast. C'est pas une affaire 100% de filles. Il y a beaucoup de gars qui nous suivent. Qu'est-ce que les gars ont fait aux filles? Là? Bon, ça commence. Ben là, tu te donnes un cours d'histoire ou... Ben non. Ben, c'est ça, vous incluez les gars aussi. C'est pas juste une affaire de filles. Puis, tu sais, ces changements-là se font tout le monde ensemble. Puis, nous, ce qu'on veut, dans le fond, c'est juste que les filles osent enfin le faire, qu'ils laissent tomber leurs craintes, parce que souvent, les filles tu sais quoi? C'est ça. Les filles, si elles osent en faire, il n'y a personne qui va dire non, on veut pas de filles ici. On est contents, c'est le fun. On se met parfois nous-mêmes des barrières. Puis, on voit, tu sais, comme le cours de moto, ben on n'est pas beaucoup de filles quand on va le faire. C'est un peu intimidant. Puis, oui, c'est intimidant. Oui, c'est stressant. Mais si tu le fais... C'est intimidant pour les gars aussi de prendre un cours de moto. J'en donne des cours de moto. Puis c'est intimidant pour un gars aussi. C'est juste que le gars, il est plus coq, puis il se le cache un peu. Tandis que la fille, des fois, elle est plus réaliste. Ben oui, puis elle se dit, souvent, elle se tape sa tête. Souvent, elle est meilleure que les gars qui se pensent bons. Exact. C'est ça aussi, l'affaire. C'est bon, ça. Ouais. Mais oui, mais c'est ça. Fait que nous, on veut donner un push aux filles, tu sais, de le faire, puis justement laisser tomber les barrières. Fait qu'en lisant notre magazine, en voyant ce que nous, on fait, ben on a beaucoup de témoignages de filles qui ont osé faire le saut, là. C'est vraiment bien. Bien, ça, c'est le fun. On devrait plus faire comme moi, où la fille a conduit cette machine-là. Ça devrait être juste c'est ça, normal. Mais je sens des fois qu'il faudrait encore dire « Wow, la fille a conduit », tant que moi, elle conduit. Ma blonde fait de la moto. Mais oui. Je suis pas « Hey, wow, c'est une fille qui fait de la moto ». Non, on est là pour normaliser ça. C'est ça. C'est ça qu'on j'aime veut votre faire. approche là-dedans, c'est que c'est pas comme « Ah ben là, je prends mon courage puis je fais de la moto ». C'est pas ça. C'est je fais de la moto puis voici ce que j'en pense. C'est ça. Puis tu sais, je suis capable d'en faire autant que le gars là-bas. Puis tu sais, c'est normal. Puis c'est ça que ça devrait être, là, simplement. Là. Cool. Puis donc, c'est en croissance, ça va bien parce que vous avez quand même un following. Tu me parlais que tu as des filles aux États-Unis, tu vas en avoir en Europe aussi. J'ai donné une couple de connaissances parce que j'en connais des vraies filles de moto. Ça existe, il y en a pas mal. C'est le fun de voir ça aussi. Ben oui, notre but, tu sais, on a un following qui grandit d'année en année. L'année passée, on a eu 1 million de pages vues sur notre magazine web, ce qui est très bon pour un magazine web. On est élu de plus en plus aux États-Unis, dans le Canada anglais, même en Europe. On a beaucoup de projets, puis ça grandit vite. Bien, tant mieux pour toi. Je suis vraiment content. Donc, on invite les gens à aller voir ça. C'est sur Facebook aussi. Oui, Facebook. Il y a le site web Chicks and Machines. Instagram, YouTube. La boutique. Et qu'est-ce que tu as comme projet cet été, là? Justement, on fait une ride à chaque année. En fait, on a commencé l'année passée, on recommence cette année. Je t'invite d'ailleurs, tu sais, l'invitation est faite. On ramasse des sous y a-tu pour... d'autres gars?
Oui, il y a des garçons et des filles. Des garçons? Des garçons et des filles, des 3 roues et des 2 roues, des motos 3 roues et des motos 2 roues, qui, tout le monde ensemble, ramasse des sous pour une cause qui est, en fait, la Passerelle. C'est une maison qui vient en aide aux femmes qui sont victimes de violences. On fait ça au Saguenay-Lac-Saint-Jean en collaboration avec Sport DRC. Et l'année passée, on a ramassé 10 000. Et cette année, moi, je me donne le but de doubler ça. Et je t'invite à participer avec nous. C'est au mois de septembre. Au mois de septembre? Pourquoi pas? Ah, mais là, on s'en va au Saguenay, on descend au Saguenay en moto? Ben oui. OK, cool. Puis après ça, on fait une petite loupe, tout le monde ensemble, puis on ramasse des fonds pour cette belle cause-là. Parfait. On passe avec le chapeau, ça arrive? Oui, c'est ça. Parfait. Hey, merci, Cindy. Merci bonne à toi. continuité pour Chicks and Machine. Ben, On se revoit sûr. bientôt pour un autre chronique. Assurément. Merci. Le mot légende est surutilisé dans le monde de la moto et dans le monde des sports motorisés en général. Mais quand on parle de la KLR 650, je pense qu'on peut utiliser le mot légende. Elle est sortie en 1984 sous le nom de la KLR 600. 3 ans plus tard, 87, elle devient une 650. Mais ensuite, il n'y aura presque pas de changement pendant 21 ans, jusqu'à temps qu'en 2008, on arrive avec une KLR 650 complètement redessinée. Pas complètement, on a quand même gardé l'aspect de base, les qualités intrinsèques de cette machine-là, mais on l'a modernisée seulement en 2008. Et lors de la refonte majeure en 2008, il n'y a encore presque rien qui a changé. On est arrivé avec une fourche plus longue, un bras sciant redessiné à l'arrière, des meilleurs étriers de frein, mais surtout le carénage redessiné. Donc, on l'a un petit peu amélioré, mais Kawasaki sait très bien que on ne change pas une recette gagnante. Les mots d'ordre sont toujours fiables, sympathiques, pratiques et abordables. Pour 2022, il n'y a toujours pas de mode de conduite, de throttle by wire, d'affichage TFT ou d'autres dispositifs électroniques dispendieux. Et le modèle de base est toujours à un prix avoisinant les 7 500 $. Et qu'est-ce qui a changé en 2022? Bien, encore une fois, pas grand-chose. On a maintenant un pare-brise un petit peu plus long. On a une position de conduite revue. On est assis bien droit sur cette moto-là. On a une selle de style motocross, monopièce, très confortable. Et sur le modèle Adventure, comme celui qu'on essaie aujourd'hui, on a des sacoches de 21 litres, des phares Odell et on a aussi des phares d'appoint, encore une fois, Odell. Donc, on est très visible quand on pilote cette moto-là. C'est vraiment une moto confortable et plaisante à conduire. On a aussi un système d'injection de carburant. On est en 2022, après tout. On a des freins plus volumineux, une boucle de cadre arrière et des supports plus résistants. L'autre mise à jour majeure est l'ABS en option. Et pour ceux qui viennent de lever la main et qui disent « Non, 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 je veux pas d'ABS », bien, sachez que c'est facultatif et je crois qu'il sera bien accueilli par de nombreux pilotes. L'ancien moteur a été mis à jour pour améliorer son efficacité et bien sûr répondre aux exigences réglementaires actuelles. On a un système de EFI et donc le KLR est encore plus facile à démarrer. On a aussi fait du sous-châssis une partie intégrante du châssis principal, donc la moto est plus rigide et ça améliore la stabilité. Ça augmente aussi la capacité de charge, ce qui n'est pas peu dire et qui est très important quand on veut avoir une moto d'aventure sérieuse. Et sur un petit chemin de campagne comme ça, la KLR est vraiment plaisante à conduire. On a le monocylindre qui tapote, pout, 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 pout. On a juste le goût de faire des balades avec ça. Puis on sent qu'il n'y a rien qui peut l'arrêter. Et puis, on a raison parce que j'ai vu des KLR dans des sentiers assez ardus. On a juste à être patient, on pilote ça un peu comme un tracteur et on peut se rendre au bout du monde. Bon, évidemment, c'est une moto qui est peut-être pas la plus agile sur le marché, mais elle se débrouille bien. Elle nous met quand même en confiance. C'est juste qu'il faut s'habituer au départ. Quand on penche la moto, elle est un petit peu pesante de la tête. On va vraiment sentir un léger débalancement, mais une fois qu'on est habitué, il n'y a pas de problème.
En mode hors route, la suspension souple du KLR prend tout son sens. Et parcourir les sentiers rocheux, c'est vraiment un plaisir. Le couple à bas régime, bien, ça permet d'avoir toujours une bonne traction dans le sable et sur n'importe quel sol mou. Dans le fond, quand je roulais la KLR, je me disais que j'admire Kawasaki de s'obstiner, à faire une moto qui reste simple et qu'on y amène pas plus que le strict nécessaire des améliorations sur une moto aventure en 2022. Il y a plein d'autres motos aventurières qui offrent plus de puissance, des meilleures suspensions, plus de facteurs oomph, mais il n'y en a pas beaucoup en bas de 12, 13, 14 000 $. Cette KLR 650 Adventure-là vient tout équipée avec les phares Odell, les valises de 21 litres, pour 9 700 $. Vous rajoutez l'ABS pour à peu près 300 $. Donc, c'est très abordable. Puis dans le fond, la KLR, c'est comme votre vieux chum qui est un peu ennuyant. Il n'a pas les meilleures histoires, il n'est pas le plus tripant, mais il est toujours partant pour n'importe quelle aventure. C'est une compagne fiable, enthousiaste, mais qui va vous suivre jusqu'au bout du monde. Puis en plus, bon, il n'y aura peut-être pas le gros facteur d'excitation oomph avec les gros dérapages à 120 km/h de travers sur une route de garnotte, mais tout ça, ça va se faire. Vous allez vous rendre et pour pas mal moins cher que toutes les autres. Si vous suivez le show de moto depuis quelques années, vous allez reconnaître la face de Patrick Trahan. C'est un chum de moto de longue date, un spécialiste de rallye. Puis on l'a invité aujourd'hui parce que tu as une histoire à nous conter. Tu as eu la chance d'aller travailler sur le plus grand et le plus difficile des rallyes de moto, des rallyes tout court au monde, le Dakar, la course mythique. Tu as déjà fait aussi à quelques... Tu as fait quoi, 2, 3 fois? 3 fois. Bon, parle-nous de ça un peu. Comment tu es arrivé là? Qu'est-ce qui fait que tu travailles là-dessus? Bien, écoute, Éric, le Dakar, c'était dans ma vie depuis que j'ai 15 ans. Ben oui, je peux pas te voir sans que tu me parles du Dakar. C'est ça, exactement. Et puis, après l'avoir fait 3 fois en moto, je commence à être magané, je commence à avoir du métal dans le corps. Ouais. En moto, c'est moins bon. Ouais, mais j'y rêvais quand même. Oui. Mais c'est comment je vais y aller? Comment je peux faire pour y aller? Soit j'y ai en char, t'en as moins. Ouais. Puis, l'organisation, c'est ce que je fais dans la vie. J'organise des rallyes ici. Tu en as fait ici, le Challenge C'est blanc, ça, exactement. Enduro Cross. Enduro Snow. Puis je fais des petits rallyes, le rallye de parents, puis tout ça. Ouais. Puis, secrètement, je fais ça pour me donner de l'expérience pour aller travailler au Dakar. Ah, c'était ça ton plan? Oui, mais t'avais un plan? Oui, mais je Toi? l'ai dit à personne. C'était le Grand Master Plan. OK. Puis c'était ça. En fait, ça m'a donné un peu les ailes pour essayer de me faire engager, mais tu cognes pas à la porte dire « Hey, je voudrais travailler au Dakar ». Non. Bon, il y a évidemment, c'est le rallye le plus difficile au monde, de réputation en tout cas. Tu as eu des pilotes blessés? Qu'est-ce que tu fais dans une journée? Il faut expliquer qu'est-ce que... Oui, c'est balayeur, mais en fait, c'est Fox. C'est mieux. Fox, okay. Ça fait plus racing un peu. Là. On est 4 pick-up qui sont sur l'équipe des Fox. Puis je peux te dire que toutes les autres qui sont dans les Fox, les 3 autres pick-up, si je calculais leur année de Dakar, là, ça ferait au-dessus de 200 ans. Okay. C'est tous des vieux, un peu. Là. Des vieux, plus vieux que moi. Comme là. toi. On est un peu plus pas comme moi, comme non, toi. C'est ça. Et puis, écoute, c'est une équipe d'élite. Là. On rentre un peu, là. On arrive, les Fox, ils nous regardent. C'est quoi ces gars-là? Parce qu'on a un pick-up monté presque pour la course. Parce qu'on roule dans les dunes en pick-up. Vraiment, vous suivez le rallye, là. Ben, en fait, ils nous appellent, ils nous disent, bon, ben tel point GPS, tu t'en vas là, tu ramasses la moto. Pas les pilotes. Quelquefois, on a ramassé des pilotes avec nous, mais c'est pas des pilotes blessés. OK. Mais les pilotes blessés, c'est des hélicos. Faut dire que les hélicos, ils nous volent la job. Ah! Ouais. Il y a 14 hélicos au Dakar. 14 hélicos. C'est tes budgets faramineux. Ah non, mais ça n'a pas de sens. Les radios, c'est 2 avions qui virent autour du Dakar pour que les radios, ils passent bien. Ah, ouais. Tout le temps. Ils font un virer. Wow. Toute la journée. Wow. Non, écoute, c'est débile. Combien d'équipes il y avait juste pour la moto, mettons? Il y a combien d'équipes? De nous? De participants moto? Ah, de participants moto, il y avait 180 motos. Et pour toi, c'était comme le rêve total? Ah ben oui, tout à fait. C'est sûr et certain que j'aurais eu le goût d'être sur la moto. Mais j'ai roulé. Roulé? Oui, j'ai amené mon casque. OK. Parce que des fois, les motos sont trop loin. Au lieu d'y aller en pick-up, là, un petit peu, puis je me suis ensablé quelques fois, disons.
Donc, au lieu de faire ça, de risquer ça, j'allais chercher la moto. L'hélico pouvait même pas atterrir parce qu'elle était dans un trou. J'ai mis le point GPS sur mon GPS à main. Puis finalement, j'ai trouvé la moto qui était dans un trou. J'ai mis mon casque. Le pilote était où? Il était parti en hélico? Il était parti en hélico. Il avait comme il l'avait amené plus loin parce qu'il y avait le trou. Il y avait juste une épaule. C'était pas une chute grave. La moto était parfaite. OK. Mais il a fait ça de même dans le trou, puis il a fait ça. Ah, c'est des chutes. Fait que la moto sévères, était. là-bas. Ouais, elle allait super bien en plus. Donc j'ai pris la moto, je me suis. T'aurais peut-être pu pogner une job de pilote. Peut-être, mais bon. D'usine? En short puis en souliers, c'était moyen, mais j'avais mon casque, je faisais attention. Mais tu sais, ça, c'est des affaires que mes collègues avec bien de l'expérience, ils peuvent pas faire. Ah, donc je me dis, tu sais, moi, je vais être le peut-être. spécialiste d'aller chercher moto. Comme ça. En tout cas, c'était vraiment le fun de le voir. Si les gens veulent suivre un peu tes aventures, t'as ta page Facebook. Ouais, c'est laquelle, là? Patrick Trahan. Patrick Trahan, Ouais. T-R-A-H-A-N. C'est ça. Il y a des vidéos. On en a Ouais. eu plein pendant ton entrevue. On met des vidéos. On va peut-être en remettre d'autres sur notre page Facebook. Mais bravo pour ta passion. C'est ça qui te démarque Faut dans pas le monde arrêter. de la moto au Québec. Toi, tu es un hardcore passionné de ça. rallye. Il y a Touareg Aventure aussi. Oui, Tu bien, donnes c'est des ça. cours. Je donne la de formation de moto. moto-aventure. Là, on va faire même d'autres projets. C'est vraiment, vraiment populaire. J'ai du sable. Donc, pour ceux qui ont chez peur vous. du sable, parce que tout le monde a un petit peu peur du sable, Ouais. moi, j'en ai en masse, puis je sais en faire. Puis je sais au monde apprécier le sable. Peut-être pas aimer, mais au moins, il apprécie Apprécier. le sable. Ouais. Ben, bravo. Merci. Merci. On prend une courte pause et on vous revient tout de suite après. La voici enfin, la R18 de BMW. C'est une œuvre d'art sur deux roues. Si vous vous dites c'est une cruiser de BMW, j'ai jamais vu ça, ben vous avez tort, mais en même temps un peu raison. C'est que c'est la deuxième cruiser que tente de distribuer BMW. On se rappelle la R1200C, si je me rappelle bien du nom. C'est une moto qui était mal née. Ça a été vraiment un flop total chez BMW, de sorte qu'ils n'en ont pas fait pendant des années. Mais quand BMW s'y met en 2020, ils reviennent avec quelque chose de très, très fort, et c'est la R18. Alors, qu'est-ce que c'est que cette R18-là? Vous le voyez, c'est une moto de type néo-rétro. On se sent un peu comme sur une vieille Harley. On ressent les vibrations dans le guidon. On a un moteur qui est le plus gros box twin jamais fait par BMW. On parle d'à peu près 25 pouces de large, 21 de haut. Donc, c'est la pièce maîtresse de cette moto-là. Elle frappe l'œil. On se promène avec ça. Les gens regardent, les gens sont curieux. Ils se demandent si c'est une moto d'époque, une moto neuve. Elle est chromée. Ça flash, cette moto-là. Bon, c'est bien beau tout ça, mais qu'en est-il à son guidon quand on paye près de 22 000 $? On veut quand même avoir une moto qui tient la route. Bien, je vous dirais qu'on se retrouve à peu près sur une moto américaine en termes de feeling, autant au démarrage. Regardez bien ça, le box twin qui donne vraiment un gros coup de côté quand on la démarre. Et c'est une moto qui vibre, donc on a vraiment beaucoup de sensations mécaniques. Ça donne pas le goût d'aller vite, ça donne le goût de faire une belle balade. On a l'angle de chasse qui est quand même assez prononcé, donc c'est pas une moto qui va être nerveuse. Il faut quand même y penser avant d'aborder les courbes, mais ça nous permet de la piloter comme une cruiser typique. Des belles entrées en courbe à vitesse moyenne. Le travail des suspensions est très efficace. La selle n'est pas faite pour faire des randonnées de 500 km par jour. Moi, si j'achetais cette moto-là, je verrais ce qu'on peut faire avec cette selle-là, mais on veut avoir un beau look, un peu d'après-guerre. Donc, ça prend la petite selle comme ça, mais il y aurait moyen d'avoir une selle plus confortable si on veut faire des longues randonnées là-dessus. On peut aussi avoir sur le modèle 2 places un siège arrière avec des repose-pieds arrière. Et on a même le bon vieux shifter à talon, donc un levier de transmission avec les deux côtés, qu'on peut juste changer de vitesse avec le talon quand on est en soulier qu'on veut garder propre. Bon, on n'aura pas à salir le dessus de notre soulier.
Alors voilà, la R18, c'est pour les gens qui cherchent une belle moto, qui veulent tomber en amour avec leur moto, qui veulent avoir le look, avoir le gros moteur et avoir la fiabilité BMW pour faire de belles balades en campagne et sur des chemins sinueux. Alors voilà, c'est la R18 de BMW. Bon, vous arrivez à la retraite, 65 ans, la vie est belle. Vous dites, qu'est-ce que je vais faire dans ma retraite? Oh, je le sais, je vais refaire de la moto comme quand j'étais jeune. J'ai encore mon permis, il n'y a pas de problème, la vie est belle. J'ai juste à aller m'acheter un bike. Un instant, papillon. La moto a bien évolué depuis que vous étiez jeune avec votre moto. Les motos d'aujourd'hui sont très puissantes, la circulation est beaucoup plus dense et les gens, savez-vous ce qu'ils font dans leurs autos? Ils regardent leur cellulaire parce qu'ils textent aux enfants, ils textent à leur chum, ils textent au patron. Ils ont plein d'autres choses à faire que de conduire. Alors la moto, c'est dangereux. Saviez-vous que selon des études, les motocyclistes de 65 ans et plus sont maintenant surreprésentés dans les accidents mortels à moto? Ils sont passés de 10 à près de 20 Il y a bien des facteurs pour ça. Il y a évidemment la malchance, il y a les réflexes qui ralentissent, il y a la forme physique, mais il y a peut-être aussi le fait que les gens ne sont pas assez formés à la conduite moto. Donc, il faut y penser. Soyez prudents et faites des choix responsables pour vous et pour tous les usagers de la route. Et si vous n'avez pas fait de moto depuis longtemps, c'est pas vrai que comme en vélo, vous rembarquez là-dessus, vous donnez un coup de pédale et on est reparti. La moto, c'est beaucoup plus complexe que ça et vous êtes chanceux, il y a plein d'écoles qui donnent des formations pour vous remettre en selle. Avant de reprendre la moto, demandez-vous, suis-je assez en forme? Ai-je les réflexes pour ça? Peut-être aussi que de recommencer la moto avec une moto de 800 livres de touring, c'est pas une bonne idée. Recommencez donc avec une moto plus facile d'approche. Mais encore une fois, vous êtes chanceux. Le marché de la moto a énormément évolué depuis 30 ans et on a vraiment des motos pour tous les types de motocyclistes, autant les gens d'expérience que ceux qui reviennent à la moto. Alors, s'il vous plaît, si vous êtes un motocycliste âgé de 65 ans et plus et que vous avez envie de revenir à la moto, je vous dis oui, faites-le, mais faites-le intelligemment. Allez prendre des formations pour apprendre à piloter de manière sécuritaire, coopérative et responsable. Puis ça donne bien parce qu'à 65 ans, vous avez la sagesse et peut-être aussi, on le souhaite, l'humilité d'aller prendre une formation. Pensez-y. C'est tout pour le show de moto cette semaine. J'espère vraiment que l'émission vous a plu. La semaine prochaine, on reçoit Ben Milo. Il y a Cindy Martin qui est allée suivre un cours de moto-aventure pour les femmes. Et on a aussi les trucs de conduite de Éric. Soyez des nôtres.